Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Je vais revenir aujourd'hui sur le thème abordé par le docteur Sophie Fine et faire le point avec vous sur les modalités actuelles de dépistage du cancer bronchopulmonaire. Le cancer bronchopulmonaire est la première cause de décès par cancer chez l'homme et la deuxième chez la femme. On en connaît les principaux facteurs de risque, bien sûr le tabagisme, mais également les radiations, les expositions professionnelles à des carcinogènes ou encore la pollution. Ce cancer a malheureusement un pronostic très sombre, avec une survie à 5 ans évaluée à environ 16%, ce qui est très inférieur à ce qu'on retrouve dans la plupart des autres pathologies néoplasiques. Comme souvent, un diagnostic précoce permet une nette amélioration du pronostic. Se pose donc évidemment dans ce cas la question d'un dépistage de masse et de ses modalités. Facile? Et si on faisait des radios de thorax à tout le monde alors? Eh bien non. Plusieurs études l'ont montré, depuis les années 70 jusqu'aux plus récentes comme le National Lung Screening Trial, la radio de thorax n'améliore pas la mortalité spécifique liée au carcinome bronchopulmonaire lorsqu'on l'utilise pour son dépistage. Elle n'a donc aucun intérêt pour le dépistage de ce cancer. Un nouvel outil pourrait s'avérer très utile, c'est le scanner low-dose. Son intérêt réside notamment dans une irradiation bien plus faible que celle du scanner standard, de l'ordre de 6 fois moins, soit l'équivalent de celle d'une radio standard. Mais s'il a de gros avantages, ce scanner low-dose, il a aussi des inconvénients. Notamment un nombre très important de faux positifs, puisqu'il faut savoir que chez les fumeurs réguliers, on retrouve entre 25 à 50% d'anomalies sur les images. Parmi ces anomalies, seuls 1 à 3% seront effectivement des cancers. L'autre inconvénient peut résider dans le problème inverse, avec des faux négatifs, et donc des situations où les patients seraient faussement rassurés. On voit bien donc ici le rôle primordial de la lecture du scanner et de l'expérience du radiologue et du pneumologue qui en interpréteront les résultats. Alors, le dépistage de masse avec le scanner low-dose, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, en fondant notre raisonnement sur les résultats de l'étude NLST de 2011 parue au New England Journal of Medicine, on peut en conclure plusieurs choses. Tout d'abord, certains avantages, puisqu'il a été démontré une diminution du taux de mortalité spécifique lié au cancer bronchopulmonaire, mais également du taux de mortalité globale chez les patients qui ont été dépistés par le scanner low-dose. De même, les résultats de l'étude montrent que le pourcentage de cancer bronchopulmonaire détecté à un stade précoce a été plus important pour les patients qui ont été dépistés grâce au scanner low-dose. Enfin, la détection d'une anomalie au cours d'un dépistage de ce type est significativement corrélée à l'arrêt du tabac par les patients chez qui elles ont été découvertes. Le problème, c'est que bien sûr, il y a aussi des inconvénients. Le premier d'entre eux étant l'importance du nombre de faux positifs. Or, un patient détecté comme positif lors du dépistage va subir d'autres examens potentiellement coûteux, invasifs, avec des risques de complications pour le patient, inacceptables chez un patient sain. De même, il y a également un risque de surdiagnostic, mais également d'altération de la qualité de vie des patients dépistés, avec la génération d'une anxiété importante pour ceux chez qui une anomalie aura été détectée. Par ailleurs, que penser des risques à long terme liés à l'irradiation chez les patients ayant subi des scanners, voire des scanners répétés par la suite? Il faut également poser le problème des résultats faussement rassurants, c'est-à-dire des patients qui pourraient être confortés par la présence d'un résultat négatif dans le fait que finalement ils peuvent continuer à fumer. Et puis un résultat négatif à T0 pourrait peut-être se révéler positif à T1 ou T2. Par ailleurs, beaucoup de questions restent évidemment en suspens. Quelles sont les populations à viser par ce dépistage? Quels en seraient les critères ou les seuils de risque? Quel devrait être le rythme de dépistage? Quel suivi? Enfin, doit-on envisager d'autres méthodes de dépistage éventuellement, comme par exemple la biologie moléculaire, la génétique ou la recherche de cellules tumorales circulantes? Enfin, à ce jour, il n'y a pas d'études sur le rapport coût-efficacité de ce type de dépistage dans le contexte économique français. Au total, ces résultats n'ont pas permis aujourd'hui de conduire à des recommandations de la part des autorités sanitaires françaises sur un dépistage de masse du cancer bronchopulmonaire. Alors très bien, mais maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça change dans votre pratique au cabinet? Eh bien évidemment, le rôle du médecin généraliste reste essentiel, notamment dans la détection du patient à risque. Par ailleurs, et c'est probablement déjà le cas pour la plupart d'entre vous, l'arrêt du tabac devra rester un cheval de bataille
tout comme la limitation des expositions aux carcinogènes. Et bien, puisqu'à ce jour, il n'y a pas de recommandation des autorités sanitaires françaises pour un dépistage de masse du cancer bronchopulmonaire, que faire? Dépister les patients au cas par cas, à l'instinct? Eh bien, probablement oui. Un groupe d'experts pneumologues français a rendu un avis favorable en 2013 dans The Annals of Oncology en précisant des critères et des modalités de prise en charge pour un dépistage individualisé. Évidemment, les patients à qui vous proposerez ce dépistage devront être volontaires, informés des avantages et des inconvénients d'un dépistage. Par ailleurs, vous devrez les informer de l'intérêt et des modalités d'un sevrage tabagique. Les critères sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour proposer un dépistage individualisé seront donc un âge compris entre 55 et 74 ans, un tabagisme à plus de 30 paquets années, un tabagisme actif ou sevré depuis moins de 15 ans, l'absence d'infection pulmonaire dans les 12 semaines précédant le dépistage, l'absence de maladies graves évolutives actuellement en cours. Vous aurez retenu que vous n'utiliserez en aucun cas la radio pulmonaire. La méthode de dépistage à utiliser devra être le scanner low-dose, idéalement réalisé selon des modalités techniques précises. Enfin, les critères de positivité du TDM, ainsi que l'algorithme de prise en charge des patients positifs, sont précisés dans l'article, que je vous mets en lien dans la description de la vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous l'aurez trouvée utile. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert ou un petit pouce rouge, pensez aux commentaires, éventuellement à vous abonner, et on se voit au prochain staff.